L'audiovisuel africain est en pleine effervescence depuis pas mal d'années déjà, entre essor de la production locale. Influence des plateformes numériques et défis de financement, de formation ou encore de régulation. Mais quelle voie pour un modèle réellement africain, crédible et durable? Ce sont les axes de la thématique centrale du débrief de l'actualité de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct du parcours Vita pour le SINAC. Et nous avons un plateau assez spécial aujourd'hui qui reçoit des personnalités qui nous viennent d'autres médias pour décrypter les problèmes des médias dans ce pays, notamment le Cameroun, mais aussi le continent africain. D'où la thématique que vous allez voir au bas de l'écran, audiovisuel et médias africains face aux défis actuels. Je commence par une dame. Vous la connaissez certainement. Elle était avant à TV5 Monde. Aujourd'hui, c'est la directrice générale de Muntu France. Nadine Kouamo, bonsoir. Bonsoir. Je suis directrice de Muntu et Muntu se trouve en Afrique. Oui, tout à fait. Comment vous allez? Très bien, merci beaucoup. Il fallait présenter Muntu, vous diriez quoi? Je dirais que c'est le média digital du continent africain, par les Africains. Avec quelle ligne éditoriale? L'intention qu'on a chez Muntu, c'est de raconter l'actualité de proximité à travers le regard et les histoires des hommes et des femmes qui la font. Donc voilà, on a des rédacteurs, de jeunes gens, de jeunes journalistes qui vont sur le terrain. Et puis on a des personnes qu'on interviewe aussi dans les studios. Chez nous, on a décidé de faire ça de manière classique sur les réseaux sociaux, mais aussi il y a de longues émissions qui sont enregistrées en studio et qui traitent de différentes thématiques. On aura l'occasion d'en parler. D'accord, merci. Bienvenue au SINAC. Vous vous sentez bien depuis que vous êtes arrivé au Cameroun? C'est le pays quand même, c'est le continent. Vos attentes depuis la cérémonie d'ouverture jusqu'à ce moment précis, tout va bien? En tout cas, les échanges sont intéressants et on rencontre des gens, des personnalités intéressantes. Ça nous permet d'élargir nos horizons et d'imaginer de possibles collaborations. Donc oui, ça se passe très bien. D'accord, bienvenue chez vous. Merci. Chez nous également. Merci. Lui, il est le directeur général adjoint du numérique et de l'innovation chez TV5 Monde, que vous connaissez certainement. On passe d'ailleurs un gros coucou à Denise Epoté qui nous regarde de l'autre côté. Lui, c'est David Gay. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Depuis combien de temps vous êtes à TV5 Monde, oui? Oui, ça fait un peu plus de 12 ans maintenant. D'accord. Comment ça se passe là-bas? Quelles sont vos politiques? Une ligne éditoriale précise? Alors, ça se passe bien. Comme vous le savez, TV5 Monde est la chaîne de la francophonie cosmopolite, on va dire. On essaye de faire en sorte de faire briller les contenus francophones à travers le monde entier. C'est vraiment ça notre mission depuis plus de 40 ans. Et moi qui suis sur le domaine du numérique, on fait exactement la même chose, mais sur le numérique. D'accord. À travers nos produits numériques, notamment une plateforme gratuite de vidéos à la demande qui s'appelle TV5 Monde. D'accord, c'est très intéressant. Et vous êtes partout? Tout à fait, oui. Un ancrage vraiment... Oui. TV5 Monde est une chaîne média internationale présent dans le monde entier. Et également nos produits numériques, c'est la même chose, nous sommes présents dans le monde entier. TV5 Monde Plus, par exemple, notre plateforme VOD, on a des audiences, des gens qui consultent les contenus sur cette plateforme depuis 194 pays. Waouh! Et depuis que vous êtes au SINAC, tout se passe bien? Quel est l'apport que vous avez positif depuis que vous êtes là? Oui, ça se passe bien, chaudement, voilà. Mais ça se passe très bien. Je trouve vraiment très intéressant le fait d'avoir réussi à réunir l'écosystème, pas seulement camerounais, mais même panafricain de l'audiovisuel, et de pouvoir échanger sur des problématiques communes. Et c'est très intéressant, je trouve les échanges très inspirants, parce que pour nous, comme le continent africain est un territoire absolument important, hyper stratégique pour nous, et notamment l'Afrique centrale, c'est vraiment intéressant de voir comment aujourd'hui les médias locaux aussi gèrent les enjeux qu'on a en commun, et comment on peut
finalement s'entraider ou en tout cas au moins partager des expériences. On en parle tout à l'heure. Dans quelques instants, on va accueillir ici Sylvain Bellettre, responsable développement Afrique Média chez France, chez Monde de France. Il sera avec nous dans quelques instants. Vous l'avez déjà vu dans les reportages qui sont passés sur Canal 2 International, puisque Canal 2 est au cœur du SINAC cette année et c'est une bonne nouvelle pour les téléspectateurs. Donc dans quelques moments, le temps pour moi de poser la question à Nadine. Quand on vous dit médias africains face aux défis actuels, quand vous regardez les médias africains, premier constat c'est quoi d'abord? Il y a une évolution, c'est statique. Oui, plus qu'il y a quelques années déjà. Enfin, quand on parle de médias, est-ce qu'on parle de chaînes de télé, est-ce qu'on parle de... Parce que de façon globale, tout ce qui est médias. Bon, je pense qu'on parle de chaînes, oui. Voilà. Donc il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus qu'il y a quelques années. C'est déjà bien d'avoir une pluralité de chaînes, d'avoir des tendances qui se dégagent dans les pays africains. J'en connais deux. Pour parler de pays, j'en connais deux spécialement, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et je vois que voilà, il y a quelques années, on n'avait que des chaînes nationales. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de diversité avec la libéralisation du secteur. Et c'est vraiment encourageant. Il n'y a pas un esprit de concurrence quand vous regardez cela? Alors, je ne dirais pas de concurrence, mais je dis qu'il y a des tendances en fait qui se dégagent. Il y a des comment on va dire ça? Il y a des lignes éditoriales, oui, voilà, qui se démarquent. Et les chaînes nationales restent des chaînes nationales qui sont donc généralistes, qui parlent à la fois d'infos, un peu de divertissement, comme on les a connues quand elles ont été créées. Et puis on a d'autres chaînes qui font plus de divertissement. Il y en a d'autres qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit sur les médias sociaux aujourd'hui. Et puis voilà, enfin, je veux dire que il y a plusieurs... Il y a une dynamique et tout autour des médias. Il y a plusieurs lignes éditoriales, ouais, voilà. D'accord. Sylvain Bellettre, bonsoir. Merci de m'accueillir. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes le responsable développement Afrique Média Monde de France. Votre territoire de compétences? Afrique francophone. D'accord, et ça se passe bien? Ça se passe super. Parce qu'on sait que l'Afrique n'est pas facile en termes d'implémentation de travail pour ce qui est des médias. Comment est-ce que vous réussissez à vous positionner? En fait, historiquement, donc la société pour laquelle je travaille intègre RFI et France 24. Donc c'est pas des marques inconnues sur le territoire. On les connaît et donc mon rôle c'est d'assurer la diffusion, la distribution de ces médias en linéaire, c'est-à-dire en direct, et également en délinéarisé. RFI a déjà environ 500 radios partenaires sur tout le continent. Et elles sont très actives, alors ça évolue de mois en mois. On en rajoute, il y en a d'autres qui arrêtent, etc. Mais on sent qu'il y a une dynamique. La radio reste un des médias majeurs du continent africain, dans la voiture, dans le taxi, le soir. Sur nos smartphones, voilà. Et puis avec les écouteurs, on suit facilement. On suit facilement, voilà. D'accord. Et la télé France 24 est encore très suivie dans de nombreux pays pour donner une actu véridique et également des magazines. On a des magazines culture, des magazines sur divers sujets. C'est pas que de la géopolitique, on a beaucoup d'économie par exemple. D'accord, mais merci à vous d'être venu sur le plateau du débrief de l'actualité. David, est-ce que les médias africains racontent l'Afrique à partir de l'Afrique ou à travers des prismes importés quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui? Je pense que globalement, moi ce qui me frappe en tout cas dans les médias que je vois en Afrique francophone, c'est qu'ils sont vraiment centrés sur une stratégie locale pour parler en fait à leur audience. Ce qui est d'ailleurs pour nous, TV5 Monde, une vraie gageure parce que nous ne sommes pas locaux, nous sommes plutôt globaux et internationaux. Et donc, mais moi je pense que les médias locaux l'ont vraiment compris. C'est-à-dire que pour produire du contenu ou diffuser en tout cas du contenu qui va parler à l'audience, il faut que ce contenu-là s'ancre vraiment dans les réalités locales. Ce qui me fait dire ça aussi, c'est que je vois de plus en plus de place accordée dans les médias aux langues locales, au détriment du français, par exemple, même dans les pays dits francophones.
Et moi, je vois ça au Sénégal, je vois en Côte d'Ivoire, de plus en plus, on vous met des en RDC, au Sénégal, c'est très présent. Et nous, d'ailleurs, qui défendons du coup la langue française, ça devient, on sent que ça devient compliqué aussi de se faire une place. Mais parce que bon, c'est la réalité aussi culturelle et géopolitique, locale, à laquelle il faut qu'on s'adapte. Mais en tout cas, si je dois parler de ce que je constate, oui, moi, je pense que les médias locaux font bien le travail et ont une bonne stratégie. Je dirais même qu'il y a de plus en plus, il y a des chaînes en langue complètes qui font partie par exemple du groupe Canal. Canal+, je veux dire, ils ont des chaînes en Bambara, des chaînes pour le Mali, en plusieurs langues, pour le Burkina Faso, etc. Complètement toute la chaîne, dans toute la proposition éditoriale. Ouais. D'accord, quand on regarde Muntu aujourd'hui, ça se positionne exactement comme ce média-là qui va raconter l'Afrique telle qu'on voit véritablement. Est-ce que c'est facile de faire cet exercice-là avec les influences qui nous viennent de partout? C'est la proximité, c'est ça en fait. Pour nous, on a décidé en fait chez Muntu de parler de ce qui se passe, à côté de nous, juste là. Donc voilà, c'est de la raconter de la manière la plus, comment on va dire, à travers le regard et la voix des personnes qu'on va chercher. Donc c'est ça notre choix chez Muntu. Sylvain, quand on parle de prisme importé ici en Afrique, on voit France 24, on voit RFI. On se dit qu'il y a des informations un peu biaisées qui ne ressortent pas véritablement l'identité à cause de ce qui nous vient de l'extérieur, un peu comme le positionnement de France 24 et RFI aujourd'hui sur le continent africain. Oui, alors c'est une question qui revient régulièrement dans les conversations que j'ai en Afrique. Alors, biaisé, si vous dites ça aux correspondants, ils vont pas être contents parce qu'ils essaient vraiment de couvrir l'actualité, la vérité, etc. Et on a ce qui fait un peu la force de ces médias, c'est pas de rester dans leur tour d'ivoire à Paris, etc. C'est d'avoir tout ce maillage de correspondants dans tous les pays, quasiment. Enfin, tous les pays où on a le droit d'être. Mais on pense que les histoires racontées par les autres parfois perdent de leur identité culturelle et ça ne présente pas l'Afrique telle qu'on souhaite. Oui, alors quand même dans nos correspondants, on a des natifs de chaque nation. C'est quand même eux qui nous remontent l'information. Ou alors si on a l'information je sais pas, l'APS au Sénégal ou une agence de presse, etc., des rumeurs sur les réseaux sociaux, le rôle des correspondants, c'est d'aller vérifier l'info, recroiser sur le terrain, etc. Donc, il y avait une volonté de pouvoir biaiser certaines identités culturelles au profit. Alors c'est la perception de certains gouvernants peut-être, mais on a quand même une charte de déontologie, on a une charte des journalistes, et normalement l'info doit toujours être vérifiée. Il peut y avoir des dérapages, comme il y en a dans tous les médias, mais la base du journalisme, c'est de toujours vérifier l'info qu'on reçoit via divers réseaux. David, comment concilier cet ancrage culturel et l'exigence de modernité dans les contenus? Parce qu'on vous dit que oui, c'est vrai, on est dans la mondialisation, il faut tenir compte de certains paramètres, mais comment on fait le dosage de la conciliation? Oui, en fait, tout dépend de ce qu'on appelle la modernité. C'est-à-dire, il y a un nombre de modernité, mais l'authenticité culturelle, c'est ça qui va toucher et qui est important. On doit amener de la modernité. La modernité qu'on amène doit correspondre à la réalité. Ça ne sert à rien de parler d'une modernité qui n'a pas d'existence, qui n'existe pas en Afrique ou en tout cas auprès de l'audience à laquelle on s'adresse. Donc, nous, par exemple, dans la stratégie de production de contenu, d'achat de contenu qu'on fait, on va chercher à avoir des contenus authentiques qui s'ancrent vraiment dans la réalité culturelle du continent. Mais par contre, sur la technique ou la façon dont on les produit, on va se coller aux standards internationaux malgré tout. Et avoir peut-être une modernité dans la façon dont on le raconte, dans l'écriture, mais ça doit rester authentique. Ça doit rester fidèle. Vous assurez que vous ne diluez pas beaucoup, parce que parfois quand vous faites des petits sondages de 2 3 personnes, on pense que ce qui vient de l'extérieur, on a beaucoup dilué.
et parfois certaines cultures ne se retrouvent pas dans le récit qui est fait, collecté sur le terrain. On va dire que c'est un biais naturel pour nous TV5 Monde, qui est lié à notre nature. C'est-à-dire que nous, TV5 Monde, on ne représente aucun pays en particulier. On en représente beaucoup. Et donc par nature, on est multilatéral. Par nature, on est international. Et on est présent dans plus de 200 pays. Donc, on doit pouvoir proposer du contenu qui vont, à un moment donné, toucher différentes cultures, différentes réalités. Et on ne pourra pas correspondre à 100% aux réalités locales comme le ferait un média local. Nous sommes un média international. Par contre, si on parle vraiment du continent africain... Mais il y a le volet Afrique, tout un département de l'Afrique. Et qui, à un certain moment, lorsque ce département-là rend des informations, puisque nous, on suit un peu tout le monde, il y a toujours cette remarque, c'est que non, c'est pas exactement ce qui était dit, ce qui était fait, ce n'est pas exactement notre culture qui ressort, ce n'est pas exactement notre identité culturelle. Oui. Ça ressort chaque fois. Oui. Alors, effectivement, quand nous, on va produire du contenu qui est produit dans un certain pays, forcément, ça ne va pas forcément parler aux autres pays. Ouais. C'est un peu c'est toujours ce débat de dire, ou parfois ce schéma que certains peuvent avoir de dire que l'Afrique, c'est un pays, l'Afrique c'est un continent avec 54 pays, etc. Donc on ne pourra jamais être parfait dans la construction d'une stratégie éditoriale panafricaine et en même temps hyper précise localement. Ça ne peut pas fonctionner. Donc on essaye quand même d'avoir des productions, de diffuser des choses qui restent authentiques. Par exemple de la Côte d'Ivoire, il faut vraiment qu'on comprenne que c'est ivoirien et que les Ivoiriens s'y retrouvent. Quand c'est camerounais, ça doit être la même chose. Oui. Mais par contre, après, pour parler au reste de l'Afrique, forcément, tout le monde ne peut pas s'y retrouver en même temps. D'accord. Quand on présente les clichés, Nadine, quand vous regardez les clichés aujourd'hui, est-ce que le public africain fait confiance à ces médias? Parce qu'on est toujours, même on a le complexe. Il faut toujours regarder ce qui se passe ailleurs, chez France 24, RFI, de façon globale. Mais les médias africains, typiquement africains, on a l'impression que le public ne fait pas beaucoup confiance à ces médias. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Parce que je pense que la question reste toujours qu'est-ce que le média propose? Parce que ça va être le contenu, ça va être est-ce que je m'identifie à ce média? Est-ce que je me vois à travers ce média? Est-ce qu'on raconte mes histoires? Parce que tout à l'heure on parlait du journal télévisé, le journal Afrique de TV5 Monde. Et on disait que le journal est très regardé. Mais pourquoi il est regardé? C'est parce que ce journal raconte les histoires d'Afrique. Parce qu'ils ont l'impression que ce journal se rapproche vraiment de ce qu'ils voient, de leur réalité tous les jours. Je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. C'est se dire, est-ce que nous, en tant que médias aujourd'hui, on propose quelque chose qui raconte ce que les gens ont envie de voir ou ce que les gens vivent vraiment. C'est ça en fait. Quand on regarde, Sylvain, le pays, on oublie toujours de mettre France 24, RFI dans le contexte global et que ça a tout un département sur le continent africain. RFI est très écouté, il y a une poussée de RFI au sein de la population, France 24 également, mais il y a une fracture de crédibilité avec les médias africains sur le continent. Pourquoi cette fracture de crédibilité-là? Parce que vous allez voir quelqu'un qui va plus prendre l'information qui est venue de RFI, France 24, que l'information qui a été donnée, la même information qui a été donnée sur la chaîne locale, pourtant imprégnée. Si vous le dites... Oui, je le dis parce que nous on vit un peu ça au quotidien. Quand on regarde un peu, vous donnez une information depuis des semaines sur la chaîne locale, ça n'a pas d'effet. Mais dès que c'est sur la chaîne étrangère, à l'instant T, ça crée un effet, on se dit, bon, il y a une fracture de crédibilité entre... Mais moi, je veux bien comprendre l'effet, pardon, je veux comprendre l'effet. L'effet, c'est quoi, en fait? Il y a soit la réactivité, si je prends le volet politique, vous pouvez poser une problématique sur la chaîne locale, il n'y a pas de réaction. Mais dès que France 24, RFI, prend la même information et positionne ça sur sa chaîne, il y a immédiatement les communiqués qui sortent de partout. Et c'est pareil pour les interventions des hommes politiques ou bien des stars
Dès que c'est sur la chaîne locale, notre chaîne locale, il n'y a pas de... Mais dès qu'on a... Ah, il était sûr, et on se dit qu'il y a une fracture de crédibilité entre cela. Alors, je ne peux pas commenter là-dessus. Ce que je sais, c'est le feedback que je reçois de nos partenaires et des contacts que j'ai un peu partout en Afrique, notamment au niveau des journalistes, c'est qu'ils me disent souvent, on vérifie à RFI ou France 24, de voir un petit peu ce qui se passe. Nous, notre objectif, c'est de donner une ouverture sur le monde, sur l'actualité dans le monde. Voilà, c'est un exercice très difficile, comme l'a souligné David. Il faut avoir des yeux partout, des oreilles partout, et forcément, il y a de temps en temps des erreurs. Je pense que si RFI France 24 ont été coupés au Mali, Niger, Burkina Faso, ce n'est pas anodin. Il y a peut-être une peur de l'influence française, évidemment, le contexte géopolitique, de souveraineté, etc. Mais il y avait aussi peut-être le fait qu'on est très suivi parce qu'on est relativement crédible à cause de cette charte de déontologie des journalistes qui n'a pas été inventée chez nous. Hein. C'est une charte qui est née en France au début du XXe siècle, qui a été reprise par une charte qui s'appelle la charte de Munich et qui impose aux journalistes, s'ils veulent bien faire le travail, d'aller recroiser, revérifier l'information, de ne pas les raconter, de ne pas diffuser des fake news, etc. Forcément, il peut y avoir des erreurs de temps en temps, il peut y avoir des dérapages ou des incompréhensions, des quiproquos. Voilà. Nous, on couvre l'actualité aux quatre coins de la planète. C'est très compliqué comme pour Télévision d'aller chercher l'actu aux quatre coins dans un pays, dans un village, etc. Forcément, les rédacteurs en chef sont obligés de filtrer. Voilà. C'est dommage. Mais alors, c'est votre rôle, les médias nationaux, de relayer toutes les actus locales, nationales. On le fait, et de les analyser, et de les rendre compréhensibles pour les citoyens et pour les décideurs. Voilà, on le fait, mais on sait que la charte est universelle. Mais on se demande alors, avec ce qui se passe sur le terrain, est-ce qu'il faut repenser, par exemple, le journalisme africain ou le média africain autour de ses propres récits, par exemple? C'est une possibilité. Moi, je pense que c'est déjà ce qui se fait et ce qui est fait. Après, la particularité du média local, c'est que la portée aussi reste locale. La portée reste nationale de ce qui est diffusé. Contrairement aux chaînes internationales comme France 24, RFI ou TV5 Monde. Donc il y a aussi, je pense, cet effet-là. Pour revenir à la question précédente, Justin, de se dire voilà, quand une information, même si elle est locale, est diffusée par des chaînes internationales, tout de suite cette information prend beaucoup plus d'ampleur parce qu'on se dit ce n'est plus juste le Cameroun qui a l'info, c'est le monde entier maintenant. Donc voilà, ça a beaucoup plus d'impact et beaucoup plus forcément de poids. Mais on met ça dans l'opinion publique, on met ça dans la crédibilité. Hein. C'est pour ça que cette fracture de crédibilité reste, et c'est un sérieux problème qu'il faut peut-être résoudre en trouvant le moyen de réinventer peut-être la façon je disais tout à l'heure, de rédiger nos propres récits pour qu'on n'attende pas quand ça se positionne sur le plan international pour voir de l'impact. C'est peut-être qu'il faut aller être présent sur ces plateformes mondiales. Il faut se rendre disponible finalement pour tout le monde. Il faut réfléchir à la stratégie d'un média sur des plateformes comme YouTube ou à se réunir pour créer des plateformes plus fortes pour diffuser ses contenus, que ce soit plus disponible au plus grand nombre, pas seulement à son pays. Et ça me permet d'introduire le défi numérique justement, et je reste avec vous. L'audiovisuel africain peut-il face à ces plateformes internationales dont vous avez parlé tout à l'heure, YouTube, Netflix, TikTok, comment les médias africains peuvent s'adapter? Parce qu'il y a une course rapide au point où on ne sait plus quoi faire. Oui, tout à fait. Alors, pour moi, le débat qu'il faut poser d'entrée de jeu, c'est les plateformes dont on parle, YouTube, TikTok, Instagram, etc., Facebook, ce sont des plateformes de réseaux sociaux qui sont des plateformes de diffusion aussi, de contenu. Maintenant, c'est ce que c'est devenu. C'est-à-dire que, tout comme la télé permet de diffuser, ces plateformes permettent aussi de diffuser du contenu, et notamment du contenu audiovisuel. Et il y a du monde sur ces plateformes. Donc, les médias ne peuvent pas faire l'impasse là-dessus.
on doit s'adapter et les médias locaux doivent s'adapter aussi. Alors, doivent s'adapter comment? Mais en ayant une stratégie claire sur chacun de ces médias sociaux et en définissant une stratégie de publication de contenu adaptée sur chacun de ces médias pour pouvoir toucher l'audience avec ces médias. On parlait de production hybride. C'est pas forcément... alors, ça peut être des productions hybrides, ça peut être aussi des productions, idéalement plutôt des productions adaptées à chaque fois. C'est-à-dire que ce qu'on va produire pour la télé, il faut produire autre chose pour TikTok. Il faut produire autre chose pour Instagram. Le seul peut-être... la seule exception, justement, ce serait YouTube. Parce que YouTube est un média un peu particulier dans l'univers numérique qui se rapproche beaucoup plus de la télé. Et donc, on peut plus facilement récupérer, disons, ce qu'on a produit pour la télé pour le mettre sur YouTube. Mais en dehors de YouTube, toutes les autres plateformes sociales nécessitent une adaptation très profonde pour que le contenu puisse fonctionner sur ces plateformes. Et il faut que les médias locaux et internationaux fassent cet effort-là de création de contenu sur ces plateformes-là pour être aussi présents et toucher une audience différente de celle qu'elles touchent habituellement avec la télé ou la radio. On parle d'efforts, mais aujourd'hui on se rend compte que les médias se limitent à faire du simultané. C'est-à-dire que j'ai le journal, le média traditionnel, j'ai le journal qui passe, j'ai une émission qui passe. Tout ce que j'ai à faire, c'est de balancer ça en ligne sur YouTube, Facebook et puis basta. C'est ça l'effort qu'il faut faire? Ça suffit là? À ce niveau, il faut aller un peu plus loin. C'est une stratégie qui devient de plus en plus compliquée sur plein de plateformes, sur TikTok, Insta, etc. Nous, on essaie d'être sur le maximum de plateformes et c'est dur. Mais vous parliez de chaînes internationales et de médias internationaux. Canal 2 en est une. Nous sommes une chaîne internationale. Non, mais moi je vous le dis, enfin j'ai une vue un peu d'ensemble. Canal 2, c'est une chaîne qui a une audience énorme. La diaspora la suit. Enfin, c'est une chaîne internationale. Donc voilà. Et le défi, le défi aujourd'hui, si on parle du numérique, c'est que certains médias prennent encore le pas, ne comprennent pas encore la portée de se positionner sur ce champ numérique-là et se contentent uniquement de faire du streaming, les artistes du streaming directement, jusque le lien, et puis c'est tout. Est-ce que ça suffit de faire un lien en direct sur les plateformes pour dire que bon, on est digitalisé? Les jeunes peuvent vous l'expliquer. Il suffit d'aller sur TikTok et puis on défile, enfin on zappe, on passe à des petites vidéos très courtes qui résument un événement, une vidéo, un film, une émission, etc. avec les temps forts. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. On est débordé. Les services, le service numérique n'arrête pas de découper, de poster, etc. Il faut le faire correctement, c'est-à-dire en postant avec les bons commentaires, le bon contexte, la date, évidemment. Voilà. Donc il y a un petit travail. C'est un peu, on tâtonne encore sur. Ça demande d'investissement financier, humain, pour avoir tout un département qui gère le numérique. Et nos médias africains n'ont pas ces moyens-là et se débrouillent comme ça. Et est-ce qu'on l'a appelé à mourir alors? On peut pas dire que les médias sont appelés à mourir. Canal 2 aujourd'hui, par exemple, est disponible au Cameroun, il est disponible partout dans le monde. Il y a l'application même de Play où on regarde tout. Il est disponible partout dans le monde. Maintenant, toutes les personnes qui regardent en dehors du Cameroun, est-ce qu'on s'adresse, Canal 2 veut s'adresser à qui? Juste les Camerounais qui sont à l'extérieur du Cameroun? Nous sommes internationaux, on est dans une politique vraiment de s'adresser au monde, de présenter les facettes du monde. C'est pour ça que si vous prenez le journal aujourd'hui, c'est séquencé. Vous avez ce qui se passe là sur le terrain, vous avez la vie, le life, la vie quotidienne des Camerounais, des Africains, parce qu'on a carrément aussi une page qui vous balade dans le monde, qui vous donne l'actualité du Gabon, du Niger, de la France, un peu de partout. Oui, c'est ça. Non, mais pour parler du numérique, effectivement, il faut investir dans les ressources qui connaissent ce service du numérique. Ou alors il faut former les ressources qui sont là, parce que les réseaux sociaux, je le redis encore, on dit réseaux sociaux, ce sont des médias. Ce sont des médias qui ont des codes, qui ont des règles, qui ont des contraintes qu'il faut respecter. Et donc, il faut avoir les personnes qui savent s'adapter, qui savent travailler, qui savent adapter les contenus, qui savent créer des contenus de ces médias-là. Moi, je vais poser une question qui nous intéresse ici. Nous sommes des médias locaux,
vous avez à la tête de ces médias-là différents profils. Et il faut gagner également. Quand on investit de l'argent, il faut retour sur investissement. Et quand vous demandez à quelqu'un d'aller sur le numérique, de se digitaliser, vous gagnez quoi? Puisque si tu prends le cas du Cameroun, il n'y a pas encore monétisation et tout ce qui va avec. C'est pas forcément régulé, chacun se bat comme il veut. On gagne quoi? Oui, alors ça c'est une vraie question, c'est un vrai problème. La monétisation sur le digital et notamment sur les plateformes de réseaux sociaux, on le sait, parce qu'il y a beaucoup de limites à ce niveau-là en Afrique. Ça c'est clair. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la stratégie globale qu'on peut mettre en place malgré tout sur les réseaux sociaux pour servir l'objectif business. Parce que, est-ce que si je ne peux pas monétiser mon contenu sur Facebook ou je ne peux pas le monétiser sur YouTube, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas le diffuser quand même sur ces plateformes-là? Je ne pense pas. Ce qu'il faut se dire, c'est le média, il faut le considérer comme étant global. En diffusant le contenu sur un maximum de plateformes et de canaux, en fait, c'est le média global à qui on donne de la visibilité. Et je pense que ça répond quand même à un objectif qui, au final, sera un objectif business. Parce que si le fait d'être présent sur les médias sociaux accroît la notoriété des médias dans sa globalité, mais ça peut peut-être amener cette audience à regarder la télévision et donc accroître l'audience de la télévision et donc accroître les revenus publicitaires de la télévision, etc. ou de la radio ou d'autres médias traditionnels. Donc, évidemment, l'idéal, c'est de monétiser, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, de toute façon, même si on a la possibilité de monétiser sur les médias sociaux, pour que vraiment on puisse parler de chiffre d'affaires et de rentrée d'argent, on va dire, significative, c'est très très compliqué. C'est-à-dire que souvent sur les plateformes de médias sociaux, il faut atteindre des volumes d'audience qui sont quand même assez élevés avant de pouvoir se dire que je gagne vraiment de l'argent. Parce que vous voyez justement, après une émission, on fait un découpage, on dit « Ah, ça a eu 10 000 vues, ça a eu 20 000 vues, ça a eu combien des centaines et des milliers de likes, et après quoi ?» Oui, mais c'est ça. Et après quoi? Justement, c'est là où il faut se dire, mais justement, c'est ça qu'il faut arriver à définir de nouveaux indicateurs et de nouveaux objectifs. C'est que quand mon contenu a été vu 20 000 fois, ça veut dire que 20 000 fois, il y a 20 000 personnes quand même qui ont regardé, qui ont eu accès à ce contenu, qui ont eu à qui on a imprimé la marque du média à un moment donné. Et ça a de la valeur. Ce n'est pas de l'argent cash, mais ça a de la valeur. Ça a de la valeur en termes de notoriété, en termes d'image pour la marque, et donc c'est important. Si je vais à la marque, il faut payer. Oui, non, mais pour revenir aux médias que je dirige, ça c'est super important ce qu'il dit sur la notoriété, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monétiser peut-être sur le continent africain, mais on est connu. Et quand on est connu, si demain on nous dit, écoutez, j'organise, c'est rien, une formation sur le journalisme en ligne, il y a la crédibilité qui est là, parce qu'on a démontré ce qu'on sait faire. On dit, on organise cette formation, les gens viennent payer, on dit la place c'est 2 000, et ça c'est un moyen de ramener de l'argent. Si demain je dis, j'organise un événement autour, je ne sais rien, de la production de contenu en ligne, je fais venir des gens de partout, ils viennent parce qu'on aura la crédibilité de ce qui aura été démontré parce que j'ai fait avant. Et les sponsors viendront pour être visibles, pour être présents, parce que voilà, c'est un peu le modèle qu'on voit aujourd'hui. Par exemple, avec Jeune Afrique, qui organise des événements. Mais tout le monde n'a pas la capacité d'organiser ces événements-là. On commence petit et puis on grandit. Mais vous avez des chefs ou bien des promoteurs qui ne sont pas là pour attendre tout ça, qui ont investi des milliards et des milliards dans le média et qui voudraient faire plusieurs entrées. Au moment où vous n'avez pas la monétisation sur le continent, ça devient compliqué au point où finalement le numérique pour lui, ça sert pas vraiment. Il y a d'autres leviers de monétisation aussi. Un exemple sur le numérique, parce que nous c'est ce qu'on fait aussi, hein, et on a des cas concrets de projets de ce type-là.
si on travaille une vraie stratégie d'audience sur le numérique, sur les plateformes sociales, sur les plateformes numériques propres du média, eh bien, quand on arrive devant un annonceur ou quelqu'un qui peut apporter de l'argent, mais en fait, il peut y avoir des marques que ça intéresse de créer du contenu ou de parrainer du contenu qui sera diffusé sur le numérique parce que ces marques-là savent que si elles le font sur tel média qui a telle autorité sur le numérique, ben ça sera vu, l'annonceur aura la visibilité en fait qu'il recherche. Et donc ça, ce n'est pas de la publicité traditionnelle. On ne parle pas de vendre des espaces publicitaires, des écrans publicitaires sur une télé ou des espaces publicitaires digitaux. Là, c'est vraiment autre chose. Et ça peut être des modèles économiques très vertueux, dans le sens où, là, c'est du cash. On parle d'un annonceur qui finance un programme et qui apporte du cash, en fait, directement aux médias. Pourquoi ? Parce que ce média est capable de nous donner de la visibilité à travers ce programme-là sur le numérique. Et nous, on le fait chez nous. Ça s'appelle du contenu de marque. C'est-à-dire qu'on va voir, je sais pas, un événement, une entreprise qui dit je veux que vous parliez de mes activités. On ne peut pas le faire parce qu'on ne va pas aller faire juste une petite démonstration de ce que l'entreprise fait. On raconte une histoire. On raconte une histoire des objectifs que cette entreprise veut atteindre. Elle fait du contenu proposé à cette entreprise avec son logo ou avec le nom qu'on diffuse sur une plateforme. Et ça, il paye, et l'entreprise paye pour ça. C'est vrai, c'est qu'à la mode maintenant, c'est WhatsApp. C'est WhatsApp en Afrique. Là, justement, parce que genre, je vois RFI, je vois d'autres, je vois France 24, je vois France 24, je vois TV5, tout le monde. C'est maintenant ça. Quel est l'intérêt à aller maintenant sur WhatsApp? WhatsApp, on suit ce qu'utilisent nos audiences. Donc WhatsApp, c'est indispensable en Afrique. Tout le monde est sur WhatsApp en Afrique, beaucoup moins en Europe, mais en Afrique, c'est devenu la messagerie, le téléphone de tout le monde. Donc c'est important d'avoir sa chaîne sur WhatsApp, comme il est important de l'avoir sur TikTok si on adopte TikTok, ou sur YouTube évidemment, qui reste, je pense, la première chaîne avec Facebook dans quasiment tous les pays. Et il y a ce sondage qui arrive de plus en plus sur WhatsApp où on vous dit entre X ou Y programme, vous aimez quoi, vous préférez quoi, et on vous balance des sondages comme ça où vous voyez plusieurs personnes participer et ça permet peut-être de se repositionner sur du numérique. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en plus on a l'interactivité, donc oui, on peut lire quand on poste des reportages, on lit les commentaires des internautes et ils réagissent positivement, négativement, etc. Ça nous permet aussi, au rédac chef d'ajuster sensiblement le contenu, etc. Mais le plus important, et c'est sorti aujourd'hui encore dans la conférence, c'est que le contenu est roi. Quel que soit, peu importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse, il faut se concentrer sur la qualité du contenu, sur l'humour, sur la musique, et de façon qualitative. Et parce que sur le continent, on se plaint qu'il n'y a pas une variété de contenu, et du coup, même sur le numérique, ça va pas marcher. Parce que peut-être trop de débats, trop de, je sais pas moi, de magazines qui ne reflètent pas un certain nombre de choses, ça veut dire qu'on vous dit directement, avec ce calcage-là, sur le numérique, ça ne marchera pas. Alors moi j'ai le sentiment que la géopolitique est quand même compliquée en ce moment, il y a beaucoup d'actu chaudes et je pense que les citoyens ont besoin de douceur aussi. Oui, voilà. Donc je pense qu'il faut de la diversité aussi dans ces contenus et la musique généralement, quand la géopolitique est compliquée, par exemple en RDC en ce moment, c'est la musique qui cartonne. Voilà. Donc on suit un peu, on regarde les stats. C'est ça aussi l'atout des réseaux sociaux et de tout ce qui est du numérique, enfin sur Internet, c'est de pouvoir regarder les chiffres, même si ça ne représente pas les audiences qu'on a sur le hertzien classique, enfin, sur le média traditionnel, c'est que on a cet avantage de pouvoir regarder les stats et de dire on a interviewé tel chanteur, on a interviewé Yannick Noah, on a fait une bio sur Manu Dibango, ça a cartonné parce que ils sont connus mondialement et c'est des gens qu'on aime et voilà. Donc c'est ce genre, le contenu est roi. David, il y a un phénomène que j'ai observé en Côte d'Ivoire, c'est que pour réadapter sur le numérique, on a récupéré tous les influenceurs
ils ont quitté de Internet pour les médias traditionnels. Oui. Et on a peur que ça va tuer les journalistes, le métier des journalistes, animateurs et tout le reste, parce que ces personnes-là sont regardées, observées en longueur de journée avec des annonceurs qui viennent désormais. Beaucoup on se pose la question, est-ce que tous les médias doivent recruter les influenceurs, mettre à la télé pour répondre à la dynamique du numérique? Alors, moi j'ai mon avis sur la question. Oui. Je pense que c'est pas une bonne idée et que c'est pas une bonne stratégie à long terme. Et je pense pas que ça puisse durer. Et je trouve ça même un peu désolant en soi. Pourquoi? Parce que d'avoir cette stratégie-là, qu'est-ce que ça raconte? Ça veut dire que ces influenceurs-là, ces gens qui produisaient du contenu qui est à la base sur le digital, en fait, c'est comme si on disait, ben, c'est pas vraiment l'aboutissement. Le vrai aboutissement, c'est quand tu passeras à la télé. Non. Pourquoi? Alors que c'est là où je pense que ça ne peut pas fonctionner parce que la télé et les plateformes digitales ne répondent pas au même code. Et donc, de vouloir simplement prendre un influenceur parce qu'il fonctionne ou parce qu'il a des centaines de milliers, une forte base de followers et le mettre devant la télé en disant que ça va marcher, non, ça ne marche pas forcément. Parfois ça fonctionne. Mais les annonceurs les suivent. Les annonceurs les suivent. Alors parfois ça fonctionne, mais je pense que dans un certain nombre de cas ça ne fonctionnera pas parce que c'est pas du tout les mêmes codes et c'est pas du tout les mêmes attentes de la part des audiences. Maintenant, voilà, si ça fonctionne dans certains cas, tant mieux. Mais moi, je trouve ça dommage aussi de se dire que, en fait, il faut absolument passer à la télé pour se dire que là, on a vraiment atteint une fin en soi. Et ce que je faisais finalement sur mon TikTok, mon Instagram, c'était pas sérieux. C'est pas. Non, en fait, c'est que vous avez les promoteurs qui vous disent, ok, moi j'ai du mal à rentabiliser. J'ai tel influenceur ou influenceuse qui est suivi, elle a des millions et des millions de followers. Si je la ramène avec des annonceurs, parce qu'aujourd'hui les annonceurs suivent plus les influenceurs que le contenu du média traditionnel. Donc, en basculant cet influenceur sur son média, mais justement, on perd beaucoup de choses parce que, regardez, ce que va chercher un annonceur ou quelqu'un qui veut, pourquoi il va chercher un influenceur? C'est pas juste parce que c'est un influenceur. C'est parce que dans l'univers digital, il y a un gros avantage qui fait que quand un influenceur fait une campagne ou promeut un produit, eh ben, il est capable de dire exactement quelle retombée ça a eu vraiment au niveau business pour l'annonceur. À la télé, c'est impossible de faire ça. Donc, quand on va prendre un influenceur et on va le mettre devant la télé et une marque va le suivre en se disant parce que à la télé j'ai une masse critique plus importante, oui, mais en réalité il ne sait pas ce que ça lui aura rapporté et il ne peut pas le monitorer ni le mesurer. Vous n'êtes pas d'accord? Je pense que c'est un choix de stratégie. Comme on dit, on vient de le dire, les réseaux sociaux, les médias sociaux, on leur vole, on leur règle, il faut créer du contenu pour l'inspiration. Quand celui qui crée sa chaîne ici, sa chaîne de télé, c'est diverse. Là, je parle spécialement d'un exemple. Là, l'exemple que j'ai fait live TV. Ma chaîne de télé, c'est du divertissement. Et c'est quand je fais du divertissement. Mais je veux ensuite pouvoir capitaliser, rentabiliser. Et voilà, capitaliser sur les réseaux sociaux avec mon produit. Je vais prendre des influenceurs qui sont présents sur le territoire, une grosse communauté sur les réseaux sociaux, mais je ne leur demande pas de venir faire ce qu'ils font. On a vu des pour les savoir qu'on est quitté avec son concept qu'on a mis à la télé. Alors, c'était une vraie particulière.
Chaque fois, on se retrouve à la télé avec des désordres hein, aussi. Je sens que c'est un désordre qui ne respecte plus les canaux du métier, que ce soit animateur, journaliste, parce que eux, ils ont leur liberté et leur esprit. Ça ne respecte pas forcément et vous vous retrouvez avec des personnes qui se retrouvent dans des positions, oui. D'accord. Je dis c'est une chaîne de divertissement. Même diverti, il y a des canaux à respecter. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des canaux à respecter. On a les réseaux sociaux, les médias sociaux qui arrivent avec de nouvelles règles. On se dit, il y a un type de sujet, de thématique. C'est ça qu'il faut se demander, c'est quoi les thématiques qui intéressent les gens. Et c'est quelle tranche d'âge qui est intéressée par ce type de thématique. Donc, c'est ça, on va chercher la personne normale. Puisque ça vient de partout. Comme Nadine dit, ça vient de partout, c'est ça difficile de... Mais est-ce qu'on peut... Comment réguler les contenus audiovisuels à l'ère du numérique pour ce qui est du continent? Est-ce qu'il y a possibilité de réguler? Parce que quand vous entendez Nadine, elle est dans sa nature, mais il faut quand même réguler. Ah oui, c'est compliqué de réguler, tout dépend de la volonté de C'est encore le l'État, tombe hein. sur la censure aussi. Voilà, il y a la censure. Couper le signal. Ça a été évoqué ce matin par monsieur Didier Kaba, qui est directeur technique et conseiller au ministère de la communication du Cameroun. On ne peut pratiquement pas contrôler ce qui est sur le satellite. En revanche, ce qui est diffusé au niveau national, ça on peut. D'autre part, il y a les pirates maintenant. Il y a des nouveaux boîtiers pirates IPTV là, qui coûtent presque rien, qui vous donnent 300 ou 3000 chaînes, ça dépend des... Voilà. Alors ça, apparemment, les gouvernants sont capables de bloquer ça de temps en temps. Par exemple, veille du match de foot, ils arrivent, en passant par les réseaux télécoms, à couper un signal d'un pirate IPTV. Après, au niveau de la régulation, vous avez aussi la régulation du contenu. Donc, notamment le journalisme, ça peut être aussi tout ce qui est violence, tout ce qui est interdit pour les enfants, etc. Enfin, voilà, donc ça c'est régulé, il existe un régulateur des médias qui s'en occupe. Moi, juste pour reprendre un petit peu, pour rebondir sur ce que vous disiez sur les réseaux sociaux, les influenceurs, je ne sais pas s'il faut les recruter à la télé, en tout cas si on les recrute, il faut quand même les former. Oui, ça se fait déjà. On ne forme pas, ils partent avec leur programme là et puis on fait le show. Ouais, mais il faut quand même leur expliquer la ligne éditoriale de la chaîne et ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Enfin, faut être en accord au niveau de... Mais ce que disait, je rejoins un petit peu ce que disait Nadine, c'est que c'est une sorte de R&D, ce qu'on voit les jeunes là qui prennent la caméra, le téléphone et voilà, qui passent sur TikTok ou autre, ils recrutent parfois, enfin, ils inventent des choses. Donc parfois ce sont des modèles à suivre, d'autres fois c'est des choses qui racontent n'importe quoi, où ils veulent vous vendre des produits qui ne fonctionnent pas, etc. David, il y a cette question pour vous. Avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des défis énormes aujourd'hui et on a peur de mourir. C'est un vaste sujet. Alors, mais déjà... On a eu le temps pour ceux qui ne sont pas venus au final, qu'on a tellement parlé de l'intelligence artificielle, qu'on aura l'occasion d'en parler, reparler. Oui. Mais pour résumer, pour le téléspectateur qui a posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle qui vient un peu tuer? Alors, déjà, il faut se rassurer, personne ne va mourir avec l'intelligence artificielle et les métiers ne vont pas disparaître, mais ils vont incontestablement évoluer. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, oui, bien sûr, les médias doivent s'emparer de cet outil pour produire différemment, diffuser différemment, etc. C'est certain. Mais c'est plus une question d'adaptation que de profonde disparition ou mutation. Je pense que aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut être un atout pour plein de choses pour les médias, pour produire mieux, pour aussi élargir son audience. Je pense à la question du sous-titrage, par exemple, les possibilités que ça ouvre là-dessus, mais à la création de contenu aussi. Ça peut être pour l'aide à la création de contenu, où il y a des outils qui existent. Mais l'IA ne va pas créer le contenu à notre place. Par contre, elle va nous aider à mieux le magnifier, à l'augmenter, à
le diffuser plus largement, ça c'est certain. Et il faut s'en emparer. Moi, ce que je constate, c'est que je pense qu'il y a un vrai défaut de formation et d'accompagnement sur le sujet. Ce que je disais, voilà, ce que je dis souvent quand je suis interrogé sur le sujet, c'est que je regrette de la non-professionnalisation de l'utilisation de l'IA. Oui, parce que tout le monde en parle, personne n'est formé, même dans la rédaction, sur le continent africain, les journalistes, animateurs ne sont pas formés à ça. Tu te débrouilles sur ton téléphone comme tu peux, mais il faut une formation, comment adapter, comment pour permettre de... Exactement. Et il ne s'agit pas juste de savoir faire un prompt sur ChatGPT. C'est pas ça, maîtriser l'intelligence artificielle. C'est important de le dire. D'accord. Et c'est important aussi de comprendre que, tout comme les réseaux sociaux, ce sont des plateformes, ces outils d'intelligence artificielle qui sont très puissantes et qui sont majoritairement possédées par les Américains. Il faut juste avoir conscience de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais il faut avoir conscience de ça, conscience des limites peut-être que ça impose dans une utilisation professionnelle. Et peut-être aussi commencer à réfléchir aux solutions qui peuvent être locales aussi. Et il y a des initiatives qu'on voit ces derniers mois, ces dernières années sur le continent qui sont formidables. Là-dessus, startup sénégalaise qui a développé un chatbot en Wolof par exemple pour l'accès au contenu facilité en langue locale. Il faut créer ce genre d'initiative et ça c'est vraiment l'innovation au service de l'Afrique. Et je pense que les médias doivent s'inscrire dans cette tendance, dans cette logique. C'est un gros défi pour les médias africains. Oui, tout à fait, oui. De réinventer. D'accord, mais à ce moment précis, vous avez les médias africains, tout le monde parle d'intelligence artificielle, on a fait tout un exposé là-dessus, mais sur le travail du journaliste, de l'animateur ou des productions également, on ne sent pas encore trop ça. Est-ce qu'il y a des moyens pour véritablement former ces journalistes, ces animateurs, ces producteurs sur le rôle et la place de l'IA, parce que ça ne vient pas remplacer quelqu'un, ça vient juste un peu comme vous avez à dire, il y a juste un certain nombre de choses. Je dirais que ce serait bien qu'on ne sente pas effectivement qu'il y a l'IA dans le travail. C'est ça qui est... Et parce qu'il y a les méthodes, il faut détecter aussi, non? C'est facile de détecter un programme. Ça dépend de ce qu'on utilise, oui. Et voilà. Et puis il faut se former pour justement pouvoir continuer de garder son intelligence humaine qui va nourrir l'intelligence artificielle pour profiter de nos ambitions et pas on perd notre âme avec l'intelligence artificielle, notre âme, parce que c'est quelqu'un qui vous prépare tout. Il n'y a plus d'émotion, on ne ressent plus votre style, vous êtes un peu perdu dans l'univers. Et ça dilue, pourtant pas d'identité. Voilà. Comment on fait donc? Comment on fait? Parce que nous on utilise comme on exagère surtout. Quelqu'un va te retrouver que le sujet c'est manger la patate et balancer quand il faut manger la patate et tout. Comment on fait pour doser, savoir doser? Je pense que l'utilisation d'IA, comme le disait David, on peut tâtonner, on peut s'entraîner avec différentes IA, regarder les résultats, etc. Chez France 24, ils ont été assez prudents, ils ont pris des bonnes décisions, c'est-à-dire qu'ils ont dit autrefois pour l'IA, on va y aller doucement, on va déjà réunir un petit comité de référents, un petit groupe de journalistes pour tester en relation avec le service numérique, et on va voir ce qu'on peut en tirer, mais on va voir aussi un petit peu les dangers, les menaces que ça peut engendrer. D'accord. À partir de ça, l'objectif c'est de créer une sorte de cadre. Ils ont appelé ça une charte de l'IA dans 124 et la règle numéro 1, c'est un contrôle en amont, c'est-à-dire un petit peu le prompt, c'est-à-dire savoir comment questionner l'IA pour ne pas tomber dans des pieds ou des choses faux bateau, des erreurs, etc. Mais le plus important, de contrôler en aval, c'est-à-dire que ce qui ressort de l'IA, il faut pouvoir la vérifier et encore une fois vérifier. Et effectivement, comme vous disiez, lorsqu'on sait un texte basique qui sort d'une IA,
sont d'or. Enfin, Oui, on sent que il manque c'est- la granularité, il manque Les platitudes. les humains, il manque les E, Les il manque émotions les gestes, et tout ça, les là. émotions, voilà. Donc, finalement, il faut presque faire tout ce que ne fait pas l'IA, ou l'inverse de ce que fait l'IA. D'accord. Rajouter de l'humanité, sinon on s'adresse à un robot. D'accord. Merci à vous. On comprend que les défis sont énormes sur tous les plans et notamment avec cette intelligence artificielle. Il faudra se former, se réajuster, se réadapter et ne pas toujours penser que ce sont les autres qui voudraient nous envahir. On a besoin de produire également de très beaux contenus et le SINAC aujourd'hui se positionne un peu comme ce salon-là qui permet de redistribuer les cartes et revoir nos contenus pour être compétitifs sur le plan international. Nadine Kwamo, DG Muntu. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, ça a été un plaisir. Hein. On peut vous suivre sur vos plateformes et voir le travail que vous abattez. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Sylvain Bellette, merci à vous d'être venu. Vous êtes responsable développement Afrique, Média, Monde, France. Merci, on a des partenaires, hein. Rassurez-vous surtout qu'on pourrait avoir un partenariat avec RFI pour diffuser des contenus plus qu'on a la collaboration, on verra bien. Hein. David Gay, Oui. merci à vous d'être venu sur le plateau DGA du numérique et de l'innovation sur TV5 Monde. Merci on est beaucoup. des partenaires, on n'est pas des concurrents. Tout à fait. On n'est voilà. pas concurrents, bien sûr, on se complète. On se complète. Merci de votre disponibilité. On était en direct du SINAC au parcours Vita de Douala. Ça se poursuit jusqu'au 1er mai. Et ce soir, on m'a sublimé. C'est Patricia Boven avec les produits, la marque Panifique qui a eu l'honneur de me dire Lille pour faire l'émission avec nos invités spéciaux. Il faut que tu sois à la dimension de ces invités-là. Donc merci à Panifique avec cette marque-là. Juste derrière, c'est le 19h50. On aura également un décrochage à partir du parcours Vita avec un conseil spécial à la présidence du Sénégal. Bonsoir. Merci. Yeah.